Le 25 mai prochain auront lieu les élections européennes. À cette occasion, nous élirons des députés européens, lesquels siégeront par la suite à Strasbourg, dans une institution nommée Parlement européen. Pour certains d'entre nous, l'élection des députés européens paraît virtuelle, voire totalement inutile. Pourtant, il n'en est rien, et les enjeux sont de taille. Au cours de cette vidéo, nous tenterons de démystifier l'élection en clarifiant les choses. Tout d'abord, précisons que 751 députés seront élus le 25 mai prochain, par les 28 États de l'Union européenne. Ce nombre fait du Parlement européen le deuxième plus grand parlement du monde, après le Parlement indien, lequel comporte 790 députés. À titre de comparaison, notre Assemblée nationale ne comporte, quant à elle, que 577 députés. Mais, sur les 751 députés du Parlement européen, seuls 74 seront élus par la France. Ce nombre peut paraître faible, mais il est l'un des plus importants de l'Union européenne. En outre, la France arrive à la deuxième place dans l'ordre des pays désignant le plus de députés européens. La première place étant occupée par l'Allemagne avec 96 députés européens. À l'autre bout de l'échelle, certains États comme l'Estonie ne peuvent élire que 6 députés européens. Nous sommes donc bien loin des 74 députés européens de la France. Voici une carte vous permettant d'avoir une vision globale de la répartition des députés européens, chaque État étant chargé d'élire par l'intermédiaire de ses citoyens un nombre déterminé de députés européens. Mais cette répartition ne s'est pas faite au hasard et se veut représentative des 500 millions d'habitants de l'Union. L'objectif étant que chaque État puisse avoir un minimum de représentants. Ainsi, plus un État est peuplé, plus il aura de représentants. De ce fait, Malte et ses 410 000 habitants n'élit que 6 députés. A contrario, si l'Allemagne est en capacité d'élire 96 députés, c'est notamment de par ses 80 millions d'habitants. La France n'ayant que 67 millions d'habitants, il était donc logique qu'elle ait droit à moins de représentants que l'Allemagne. Mais les 74 députés de la France ne sont pas élus d'un seul bloc. Il convient en effet de diviser notre pays en 8 circonscriptions, chacune étant en charge d'élire un certain nombre de députés européens. On applique cette fois encore le même modèle de répartition que celui vu précédemment au niveau européen. Ainsi, plus une circonscription possède d'habitants, plus celle-ci peut élire de députés européens. L'Île-de-France peut donc élire 15 députés, et la circonscription Massif Central-Centre ne peut en élire que 5. Il existe également une circonscription d'outre-mer qui n'est malheureusement pas représentée sur cette carte dans un souci de clarté. Cette circonscription regroupe la Guyane, la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion. Elle doit élire 3 députés européens. Une fois élus, les députés européens ne siègent pas par nationalité, mais par tendance politique. 7 grands groupes politiques sont ainsi constitués au sein du Parlement européen. Pour composer un groupe, il faut 25 députés issus de moins un quart des États membres. Chacun des groupes se constitue des partis nationaux idéologiquement proches. Par exemple, il existe un groupe composé de tous les partis socialistes de l'Union européenne, un groupe composé de tous les partis de droite, etc., etc. Nous ne rentrerons pas dans les détails dans cette vidéo et c'est pourquoi nous nous autorisons des diagonales afin de permettre une plus grande clarté dans notre présentation. Actuellement composé de 766 députés, le Parlement européen sortant est composé comme suit. 35 sièges pour l'extrême gauche, 196 sièges pour la gauche, 57 sièges pour les Verts, 83 sièges pour le centre, 274 sièges pour la droite, 88 sièges pour les eurosceptiques, c'est-à-dire ceux qui doutent ou ne sont pas favorables à l'Union européenne. Enfin, 33 sièges pour les non classés, c'est-à-dire ceux qui ne se reconnaissent d'aucun groupe politique européen. C'est le cas par exemple de notre Front National. Le président du Parlement européen est celui qui dirige l'institution. Actuellement, c'est l'Allemand Martin Schulz. Le mandat du président équivaut à la moitié du mandat d'un député européen. Comme le mandat d'un député européen est de 5 ans, celui du président du Parlement est donc de 2 ans et 6 mois. À l'instar d'un Parlement national, le rôle du Parlement européen est de voter des actes contraignants similaires à des lois. Ces actes sont le plus souvent proposés par la Commission européenne, autre institution de l'Union européenne. Cette commission tient un rôle de gouvernement de l'Union européenne. C'est en quelque sorte le gouvernail de l'Union européenne. Mais nous reverrons ça dans quelques instants. Quoi qu'il en soit, les actes contraignants ne sont pas imposés aux États, sinon consentis et votés par eux. Notons par ailleurs que dans la procédure ordinaire, une autre institution de l'Union européenne intervient dans le processus de vote.
Il s'agit du Conseil de l'Union européenne, lequel est composé des ministres des États membres. Prenons un problème très concret, celui des OGM. Dans le cadre d'un acte contraignant portant sur le sujet, le texte sera alors débattu par les parlementaires européens, mais aussi par les ministres du Conseil de l'Union européenne. Précisons à ce titre que les ministres d'un gouvernement national ne siègent pas tous simultanément au Conseil de l'Union européenne. Seuls le ou les ministres en charge des sujets abordés sont concernés. Là encore, nous ne rentrerons pas dans le détail d'une institution qui nécessiterait à elle seule une autre vidéo. Mais le Parlement européen a également des effets très concrets, notamment en droit de la consommation. Ce lien vous en apprendra. Le Parlement européen est aussi en charge du budget de l'Union européenne, compétence qu'il exerce, là encore, conjointement avec le Conseil de l'Union européenne. Enfin, le Parlement européen a également un rôle de surveillance et de contrôle à l'égard des autres institutions de l'Union européenne, principalement en matière de dépenses, mais aussi d'application de la législation. Ce sont également les parlements européens qui seront en charge d'élire le président de la Commission européenne, véritable capitaine de l'Union européenne. Ce président est proposé aux parlementaires européens par le Conseil européen, institution regroupant les chefs d'État ou de gouvernement des pays membres de l'Union. Ce président doit présenter certains critères plus ou moins énoncés comme tels. Par exemple, il doit être issu de la tendance majoritaire du Parlement européen. Le choix des députés européens le 25 mai prochain n'est donc pas à prendre à la légère puisqu'il contribuera par ricochet au futur cap de l'Union européenne. Une fois élu, le président de la Commission européenne désignera 28 commissaires qui seront ensuite soumis à l'approbation du Parlement européen, lequel peut soit en refuser, soit les accepter. Afin de bien comprendre en quoi consiste le rôle d'un commissaire, il peut être pratique de faire le parallèle entre président de la Commission et Premier ministre, c'est-à-dire chef de gouvernement, mais aussi entre commissaire et ministre. Chaque commissaire étant en charge d'un domaine de compétence, comme peuvent l'être nos ministres nationaux. En outre, le nombre de 28 commissaires n'est pas en lien avec le nombre d'États membres. La Commission étant une institution n'ayant pas pour objectif de représenter les États, comme cela peut être le cas avec le Conseil de l'Union européenne et le Conseil européen. Ainsi, depuis le traité de Lisbonne de 2009, le nombre de commissaires doit être porté aux 2 tiers des États membres, soit 19 dès le 1er novembre prochain. Vous l'aurez donc compris, les enjeux des élections européennes sont importants en ce qu'ils entraînent des réactions institutionnelles en chaîne. Il est donc important de bien avoir en tête tous ces mécanismes afin de faire le meilleur choix lors de l'unique tour des élections européennes du 25 mai prochain. À très bientôt.